vous remercie. Merci, M. Savard. Nous allons poursuivre la discussion avec la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Merci, Madame la Présidente, et merci à vous pour votre présence, votre présentation, votre mémoire, et merci, Monsieur Savard, pour votre leadership. Et on vous souhaite bon succès pour la suite. Donc, le ministre il a commencé cette période de discussion avec un petit discours d'à peu près 5 minutes. Il a parlé de beaucoup de points, il a soulevé beaucoup de points. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des points ou certains aspects que vous n'avez pas eu encore la chance de répondre? Parce que, par exemple, il a dit, on a peut-être la même analyse, mais pas les mêmes conclusions. Il a parlé d'un consensus qui risque d'être fragilisé. Il a parlé on ne veut pas aller trop loin, trop vite. Il y a des coûts économiques. Est-ce que c'est un portrait qui est complet? Donc, il a soulevé beaucoup de points dans son discours de 5 minutes. Est-ce qu'il y a des points en particulier que vous voulez souligner dans un premier temps? Un aspect important, je crois, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, puis je l'entends beaucoup autour de moi, là, et je pense qu'on pourrait faire des ajustements éventuellement, là, l'effet que le 1,8 milliard, on le mette dans le fonds des générations, j'en entends beaucoup parler. Moi, il y a des gens qui m'appellent au téléphone, qui me disent « Christian, ça n'a pas de bon sens, on ne va pas se laisser passer ça. » Puis j'ai peur que ça amène du cynisme auprès des gens parce que parfois, puis le ministre semble vouloir donner des garanties pour le futur. Je pense qu'on pourrait renforcer ces garanties-là. Le PL7, selon moi, encore trop d'ouverture pour le futur. Donc oui, c'est une chose, le futur, mais le passé, c'est que les gens, là, ça reste. Ça donne l'impression que, dans le fond, là, puis là, je vais être caricatural un peu, on s'en est servi pour la mauvaise gestion parce que, dans le fond, on le met sur la dette. C'est ce que les gens peuvent garder en tête et ça fait en sorte que ça fait en sorte que ça a l'air moins rigoureux. Mm-hmm. Donc, vraiment de dire, oui, là, il y a un surplus. Puis, M. le ministre a raison en disant que ça ne vient pas essentiellement de l'administration du gouvernement actuel, là, c'est vrai. Mais tout le monde avait en tête que c'était pour être réinvesti un jour. C'était ça qu'on avait tout le monde en tête. Moi, je suis ça depuis toujours, puis j'avais ça. Moi, je me sens naïf aujourd'hui, là. Mais ça, c'est un aspect très important pour rétablir le lien de confiance, ou en tout cas pas le briser, je dirais surtout. Mm-hmm. Et je dirais, il faut tenter aussi de mettre davantage d'efforts sur montrer les co-bénéfices de la lutte contre les changements climatiques. Quand mon père est gaspésien, je me promène, je vais souvent en Haute-Gaspésie, je les ai vus, les enrochements qui permettent finalement que la 132 soit pas coupée. C'est utile, là. C'est à ça qu'elle sert l'argent sur les changements climatiques. Ça fait en sorte qu'on peut se passer de Sainte-Anne-des-Monts à Gaspé en fonctionnant. Il y a beaucoup de villes, par exemple, au niveau de l'adaptation, ce qu'on peut faire des choses, mais quand les gens ont une meilleure offre de transport en commun puis que c'est tagué, ça, on le fait grâce à la lutte contre les changements climatiques, les gens le sentent. Donc, tous ces co-bénéfices-là, qui ne sont pas des GES disparus de l'atmosphère, mais qui sont un impact dans le quotidien des gens, il faut vraiment les mettre en valeur et il faut même prendre une partie de nos décisions sur ces co-bénéfices-là. Parfois, et on le fait probablement pas assez. Donc, juste pour revenir sur le fonds, le FEC, effectivement, donc, vous parlez de la Fonds des générations, puis ça a été présenté comme ça par le gouvernement, mais nous, on dit carrément c'est juste pour contrer la dette fiscale. Et effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace cette dette-là vers une dette climatique. Et je confirme qu'effectivement, ce fonds-là, c'était de bonne foi. C'était les grands émetteurs qui investissaient justement pour la lutte contre les changements climatiques. Fait que c'est quand même sérieux ce qui s'est passé. Et effectivement, il y avait ce surplus-là. Et il y avait des réformes qui ont été suggérées par l'ancien gouvernement libéral, qui n'ont pas été mises en place par le gouvernement de la CAQ. Et effectivement, il y a ce surplus-là. Donc, pourquoi il y avait ce surplus? On pourrait se poser cette question-là. Pourquoi un surplus de 1,8 milliard de dollars en pleine crise climatique? Oui. On aurait eu besoin de ces fonds-là pour l'adaptation, l'atténuation. J'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, mais tout
Tout à fait. On en a besoin et on en a encore plus besoin parce que le contexte est un peu moins facile qu'il y a 5 ans. Et je vous le dis, c'est vraiment aussi une question de perception de la part des acteurs économiques qui étaient les principaux au début là, de la bourse du marché du carbone. Là, c'était surtout les acteurs économiques, les industriels qui payaient. Et donc, c'est pour ça que maintenant, ils vont aussi au front pour dire on veut que l'argent soit réinvesti. Les normes, la question comptable fait en sorte que, la vérité, c'est qu'elle a été attribuée à l'année. Fait que nous, on pensait que c'était caché dans une cagnotte, mais non, c'était dépensé l'année même. Donc, on s'est fait une dette envers nous-mêmes. Là, il est temps de la rembourser. Et je pense que ça ne serait pas raisonnable, dans le contexte des finances publiques actuelles, de dire on va rembourser aujourd'hui 1,8 milliard, ça fera 1,8 milliard de plus dans le déficit, ça ne serait pas sain. Mais est-ce qu'on peut le faire 300 millions sur 6 ans, par exemple? Et justement, là, on a des défis dans les prochaines années. Ça aurait été un plan de match de dire « Hey, c'est ça la situation ». Puis le gouvernement a raison, mais il aurait pu agir avant. Ça fait quand même 7 ans qu'ils sont au pouvoir, mais ils ont raison de dire que le surplus, c'est pas leur responsabilité qui a été dépensé avant par un autre gouvernement. Mais trouver la solution, c'est leur solution. Mais normalement, un surplus, c'est une... Oui. En tout cas, il y avait aussi le surplus de 7 milliards de dollars qui a été laissé par le gouvernement libéral. On poursuit parce que je sais que ma collègue a une question. J'aurais une courte question, mais peut-être une petite courte réponse pour que ma collègue puisse... Vous avez dit, si on recule trop, on perd le consensus, en réponse au ministre qui disait qu'il a peur qu'on perde le consensus si on a des cibles qui, selon lui, ne seraient pas atteignables ou crédibles. J'aimerais vous entendre là-dessus. Et vraiment dans l'aspect de comment maintenir l'adhésion du public face à la crise, la transition climatique. Je pense qu'il faut maintenir la cohérence de notre approche, la prévisibilité. Vous savez, en ce moment, puis là, je parle beaucoup des acteurs économiques, ils ont pris des décisions pour atteindre l'objectif, pour contribuer à 37,5. Là, on leur dit aux bons joueurs, ouais, finalement, c'est pas si urgent que ça. Il y a ça aussi là, qui est en ligne de compte là, au niveau des acteurs économiques qui, eux, ont fait les bons choix actuellement. Et on peut penser aussi aux impacts sur le marché du carbone éventuel là, de changer trop notre ligne. Merci. Madame la députée des Mille-Îles, 2 minutes 30 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, moi aussi, je vais profiter de ma tribune pour remercier M. Savard pour toutes ces années de service à notre société. On a travaillé ensemble dans le passé. Oui. Et en tout cas, vraiment, ma collègue a parlé de leadership. Vous en faites partie. Une question. Le ministre a dit que les Québécois n'étaient pas prêts à s'appauvrir pour finalement l'atteinte de la cible du Québec. Un autre groupe nous a parlé, au contraire, que l'inaction, c'est ce qui ferait en sorte que le Québec allait s'appauvrir. Donc, et les Québécois, évidemment, tout autant. Donc, j'aimerais vous entendre sur votre position par rapport à ça. Est-ce que c'est l'inaction qui mène vers l'appauvrissement ou est-ce que l'atteinte des cibles, ça peut être une opportunité de faire des gains, même économiques? Je crois qu'il y a vraiment moyen de faire des gains économiques et de contribuer à régler des problèmes pour les Québécois et à améliorer notre prospérité. Si ce n'était que du sacrifice, je ne pense pas que, par exemple, le monde économique embarquerait. Je ne pense pas que les Québécois embarqueraient. Il ne faut pas oublier, je le mentionne encore une fois, tenter de se débarrasser des énergies fossiles, là, c'est contribuer à améliorer la balance commerciale du Québec et à garder de l'argent au Québec. Si on n'avait pas ça, peut-être qu'il y aurait la menace d'appauvrissement serait plus grande. Et également, on peut se servir de cet argent-là pour améliorer la qualité de vie des Québécois, notamment en investissant dans des solutions qui mènent à une plus grande abordabilité, comme je l'ai dit. Donc, il y a vraiment moyen de prendre la lutte contre les changements climatiques, faire du judo, ne pas transformer ça en quelque chose comme un sacrifice, mais plutôt comme un tremplin pour s'enrichir, tout en faisant notre part dans le grand défi planétaire qui est de la réduction des gaz à effet de serre. Merci beaucoup.